Aujourd'hui, Élan d'artiste part à la rencontre de la photographe Marie Sorda, qui pratique essentiellement la photographie de rue. La photographie, est-ce un art plastique ? Visiblement, oui. Pourquoi ? Alors là, je n'en ai aucune idée. C'est d'ailleurs la première question que je vais poser à Marie Sorda. Les photos de Marie nous font voyager dans l'inconnu, sans lieu précis ni temporalité. Elle nous invite à nous connecter à notre imaginaire avec tout ce qu'il peut receler de mystère. Mais la photographie de rue, c'est tout de même une pratique particulière, non ? C'est une pratique qui peut susciter quelques questions politiques, non ? Celle du consentement, par exemple, ou du droit à l'image. Et quelles conséquences les intelligences artificielles peuvent-elles avoir sur cette profession ? Élan d'artiste en discute dès maintenant avec Marie Sorda. Élan d'artiste, Alix 2.1. Marie Sorda, bonjour. Bonjour. Pour chaque épisode de ce podcast, j'aime rencontrer les artistes dans leur atelier. Or ici, nous sommes dans votre salon. Un salon très joli au demeurant, on est très confortablement assis sur vos canapés, mais j'ai pas l'impression que c'est votre atelier. Pourquoi ? En fait, si. On est un peu dans mon atelier, puisque à côté de vous, il y a une partie de la bibliothèque photo qui est un espace dans lequel on se plonge beaucoup pour travailler, pour s'inspirer, pour se nourrir. Et puis en face de vous, il y a mon bureau avec les 2 écrans qui permettent de travailler confortablement les images. Et puis on a un genre d'atelier au sous-sol où, avec mon compagnon qui photographe aussi, qui fabrique à l'occasion nos cadres d'exposition. Après, moi j'ai pas de studio, je suis pas une photographe de type commercial, mode, des choses comme ça. J'ai pas de lumière, j'ai pas de fond blanc, j'ai pas tout ça. Moi, mes appareils là à côté aussi que vous voyez, mon laptop, ma bibliothèque, et c'est parti. Voilà. Eh ben, super, comme quoi c'est accessible. Oui. Avant de commencer cette conversation avec vous, j'aimerais vous interroger sur une question plus globale. Elle concerne l'art de la photographie en général. On attribue en fait cet art aux arts plastiques. Or, moi, quand je pense photographie, je ne pense pas spontanément aux arts plastiques. Pour moi, l'art plastique, c'est l'art qu'on voit dans les musées traditionnels, c'est-à-dire la sculpture, la peinture, les dessins. Mais j'ai pas l'impression qu'on retrouve souvent des photographies dans les musées. Ou alors, il y a des musées qui sont dédiés entièrement à la photographie. Je pense au musée de Charleroi, par exemple. Comment ça se fait qu'une photo est considérée comme un art plastique ? Alors, c'est une vaste question. Je vais essayer d'être assez concise pour vous répondre assez rapidement. En fait, oui, la photographie est sous le régime des arts plastiques, mais elle a un statut qui lui est propre, qui lui est particulier d'abord parce que c'est la petite dernière. On approche bientôt des 200 ans de la photographie de Niepce, 1826. Mais elle a tout de suite été considérée comme une technique et non pas comme un art, en fait. Puisque c'était une petite boîte il suffisait d'appuyer sur la petite boîte pour faire une photographie. Donc ça ne demandait, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a décrite quand elle est arrivée, ça c'est en 1839, le discours d'Arago qui présente le brevet de la photographie, comme simplement une manière de faire plus vite les dessins, les gravures, d'accélérer en fait le processus de fabrication des autres images. Donc même le statut d'art de la photo, il est encore maintenant controversé, vu que c'est le premier art reproductible à volonté, puisque avec un négatif, on peut faire des millions de photos si on veut. Avec un fichier numérique, on peut faire des millions de tirages si on veut. Mais donc, la gravure aussi, non ? Oui, mais ça, si vous voulez, ça requérait quand même un talent originel, c'est-à-dire de graver la plaque. Oui. Tandis que nous, on est considérés un peu comme des presse-boutons. C'est-à-dire que pendant longtemps, n'importe qui, et c'est d'ailleurs toujours le cas, parce que quand vous dites que vous êtes photographe, on vous regarde toujours avec des biais en vous disant tout le monde est photographe, moi j'ai mon téléphone dans la main, regarde plaque, je viens de faire une photo, ça demande aucun talent en fait. Alors on se débat toujours un peu là-dedans, parce que c'est pas simple. Puisque la photographie, elle se bataille pour son statut d'art. Mais c'est probablement aussi la seule à être aussi paradoxale, puisqu'elle peut être à la fois totalement une image anecdotique, une publicité. Dans un dépliant publicitaire, vous avez une photo d'un produit, et à la fois, vous allez avoir des œuvres artistiques majeures qui sont effectivement montrées dans des musées, mais qui cohabitent rarement avec les autres arts plastiques. On a nos espaces à nous dédiés, qui datent quand même que des années 80. Avant les années 80, personne n'a songé à collectionner, à protéger la photographie. Ah oui. C'est très, très, très récent. D'accord.
J'ai un peu feuilleté vos 2 monographies. Donc, vous avez publié 2 monographies, une en 2015 qui s'appelle Empire et qui a été éditée chez Yellowknow, et une autre en 2021 qui s'appelle Nada et qui a été éditée aux éditions Le Mulet, si je ne me trompe pas. Oui, c'est tout à fait ça. Et donc, j'ai un petit peu feuilleté et moi, j'ai pu distinguer quelques caractéristiques de vos photos. J'aimerais les partager aux auditeurs et auditrices et puis après, on pourra en parler ensemble plus amplement. Alors, la première chose que je repère, c'est qu'en fait, vos photos sont en noir et blanc. Alors, elles sont en très noir et très blanc. Donc, on a quand même bien poussé dans les contrastes. Ça nous installe dans une certaine ambiance. La thématique principale de vos photos, c'est la rue et c'est tout ce qui est avec. Donc, des passants, adultes comme enfants, des immeubles, des cafés, des magasins, même des animaux, des chats, des oiseaux, etc. Et donc, a priori, j'imagine que vous êtes photographe de rue. Oui, pas que. En fait, je ne sais pas très bien me définir, je vous l'avoue, puisque... Alors, je pourrais plutôt exclure tout ce que je ne suis pas. Et je ne suis pas une documentariste, je ne suis pas une photographe de reportage, je ne suis pas une photographe portraitiste, je ne suis pas une photographe non plus qui fait des photographies plus commerciales, publicité, mode, comme on en parlait tout à l'heure. Du coup, ça laisse une espèce de vaste espace un peu mixte entre, je dirais, la vie quotidienne, les choses qui m'entourent, et puis des espaces plus vastes, plus lointains, et qui sont souvent symbolisés par la rue, effectivement. Et de tout ça, j'essaye de tirer une sorte de fil conducteur où à la fois y a ces personnages dont vous parliez, aussi les animaux qui sont souvent fort présents, dans une espèce de décor sans début ni fin, sans date non plus très précise, ni sans indication géographique précise. Parfois on voit quelques lettres dans certains pays qui apparaissent. Donc oui, je suis une photographe de rue. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je pratique de façon de plus en plus prioritaire, je dirais. Mais je peux aussi faire poser des gens, je peux aussi... des gens connus ou inconnus. Voilà. D'accord. Et donc, en tant que photographe de rue, donc vous avez l'air de dire que c'est plus ou moins... On pourrait plus ou moins vous définir de cette façon. Pourquoi est-ce que vous auriez choisi cette direction ? Mais j'ai rien choisi, en fait. C'est ça aussi qui fait que, comme on le disait tout à l'heure, je me définis par tout ce que je ne suis pas, parce que j'ai pas du tout étudié la photographie. J'ai étudié le cinéma à l'INSAS, puisque mon rêve d'adolescente, c'était de devenir réalisatrice. Et en fait, c'est pour rentrer à l'INSAS que j'ai découvert la photographie, puisque pendant les épreuves du concours d'entrée, qui est assez difficile, il y a toujours d'ailleurs, la prise de vue en direct, en noir et blanc, en argentique. Et pour me préparer tout simplement à ce concours, j'ai acquis un vieil appareil photo, et puis en fait la passion a été immédiate. Donc en sortant de l'INSAS, en fait je photographiais tout et n'importe quoi, tout m'intéressait, mais surtout les gens. J'ai toujours eu le sentiment pour moi que la photographie c'était l'autre, c'était regarder le monde extérieur par le biais de l'objectif. Et j'étais jeune, je sortais beaucoup, je travaillais beaucoup la nuit, je photographiais beaucoup les marginaux. Finalement, n'étant pas formée à la photographie, j'ai fait que les choses à l'instinct, et l'instinct m'a amenée dans ces espaces-là tout seul, en fait. Si je me promène dans la rue et que je vois un ou une photographe qui me photographie, je suis pas forcément à l'aise et je sais pas très bien comment je réagis. Du coup, se pose un peu la question du consentement. Je sais pas comment les personnes réagissent quand elles vous voient les prendre en photo. Est-ce que vous avez déjà été confronté à devoir discuter avec eux, des choses pareilles ? Alors, jamais. En fait, moi, je fais partie plutôt des invisibles dans la rue. Je suis pas tellement du genre à arrêter les gens pour faire des pauses dans la rue. C'est pas du tout mon truc. Je suis plutôt très, très, très discrète. Je suis aussi équipée parfois de tout petits appareils compacts qui tiennent dans la main. Donc, ça veut dire qu'en termes de... On ne me voit pas travailler, en fait. Et les images, pourtant, les cadres sont très pleins puisque je suis très, très près. On a toujours l'air un peu de faire autre chose quand on fait de la photo de rue. On fixe pas les gens de manière bizarre. En tout cas, de la façon dont moi, je la pratique. Et effectivement, vous dites que vous seriez pas contente si on vous prend en photo dans la rue. C'est à la fois le cas de tout le monde et à la fois pas tant que ce qu'on pense, puisque c'est aussi un lieu de discute, de rencontre, d'être photographié. Et à très, 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 très rares exceptions près, c'est plutôt un déclencheur de bons moments, de gens qui ont envie de discuter, ou même parfois des gens qui disent « Ah, vous faites des photos, ça me plaît, est-ce que je peux poser pour vous ?» Ça arrive beaucoup plus que ce qu'on pense. Et moi, je milite aussi assez fort pour qu'on nous laisse travailler tranquillement. On ne fait rien de mal, en fait.
Quand j'ai regardé vos 2 monographies, j'ai vraiment pu constater qu'il y a beaucoup d'enfants. Oui. Parfois, ils sont accompagnés d'adultes, parfois, ils sont même tout seuls. Là, j'ai l'image d'un enfant qui court seul devant un cimetière. Par rapport au droit à l'image, donc, quelle est votre position ? La position, elle est ambiguë. À partir du moment où on photographie des gens donc, qui sont extérieurs à notre périmètre intime, on doit assumer aussi cette part d'éthique dans le travail qu'on fait pour que les images qu'on choisit de diffuser, donc de montrer au public, soient évidemment respectueuses et qu'elles aient un sens. La loi est dorénavant plutôt vraiment dans la défense des photographes parce que il y a quelques années, c'était devenu tellement violent, même sur des objets privés, hein, la fameuse affaire de la carte postale avec la barque abandonnée, qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque, puisque quelqu'un a demandé des droits à l'image sur une barque à lui abandonnée sur une plage à un monsieur qui faisait des cartes postales de vacances. Et donc là, on s'est dit, alors si même un objet inanimé qui n'est pas dans un espace privé, on n'a plus le droit de le photographier, il nous restait vraiment plus rien. Or, notre métier, c'est quand même en partie d'être dehors et d'observer le monde comme il va et les gens qui l'habitent. C'est à nous aussi de savoir quelle est la limite. Parfois, on fait des photos et quand on les dérush, on se dit ah non, ça va pas. Elle est pas juste cette photo. Je peux pas la garder, je peux pas la montrer. On en a plein, nos disques durs et nos boîtes de négatifs. Oui, et vous dites que maintenant la société tend de plus en plus à défendre les photographes, mais à partir de quand est-ce qu'on peut dire qu'on est photographe ? Parce que on a tous un smartphone, on peut tous prendre des photos quand on veut. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on est photographe et on peut avoir justement une position juste ? Et à partir de quand est-ce qu'on peut faire confiance à une personne qui se dit photographe ? C'est une porte ouverte là, très 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 complexe parce que le métier de photographe, et quelque part j'en suis aussi la première représentante, c'est que tout le monde et n'importe qui peut se revendiquer photographe aujourd'hui. Moi-même, j'ai pas fait d'études de photographie. J'ai acté à un moment le principe que je l'étais et je l'ai imposé au regard des autres. Et rien ne m'y autorisait normalement. Pour moi, l'important, qu'est-ce que c'est un photographe ? C'est quelqu'un qui a un regard et qui a quelque chose à dire sur le monde qui l'entoure. Il y a des photographes pros avec tous les documents qu'il faut et tous les numéros qu'il faut et qui n'ont pas d'œil, qui sont pas bons. Et d'autres vont vous épater avec presque aucune culture photo, avec l'œil, voilà. Ce qui est très chouette dans la photographie de rue, c'est le côté instinctif, immédiat. Justement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites « Waouh, là, je vais prendre cette photo-là, je suis sûre que ça va fonctionner ». Bon, alors déjà, on n'est jamais sûr que ça va fonctionner parce que parfois, on fait des petites choses toutes bêtes et en fait, moi, je scanne mes négatifs et d'un coup, waouh, j'avais pas... Voilà, parfois, on fait des petites choses automatiques juste pour exercer son œil. Voilà, on marche, il se passe rien de spécial et puis, voilà, on fait quelques images et en fait, il y a un résultat qui nous surprend et puis parfois, on mise beaucoup sur une situation parfois plus complexe avec des agencements de personnages et puis, en fait, c'est raté. Donc, je pense que c'est très personnel à chacun et chacune d'entre nous. Mais moi, je suis attirée par certaines situations. Et peut-être aussi, je me mets en condition où je provoque... je choisis des espaces particuliers, des pays particuliers pour me trouver le plus possible face à ce genre de situation. J'aime bien les personnages solitaires, mais pas que. J'aime bien, effectivement, les environnements pas très, très modernes. J'aime bien qu'on sache pas trop aussi où est-ce qu'on se situe, comme je disais tout à l'heure, ni en temporalité, ni en lieu précis. Donc, waouh, généralement, c'est un agencement assez miraculeux des formes. Enfin, c'est pour y revenir, c'est quand même indétrônable à l'instant décisif de Cartier-Bresson. Quand tout s'agence devant votre œil dans l'objectif, les formes sont là, les équilibres sont là, la lumière est là, l'attitude est là, et voilà. Mais moi, ce qui me passionne en fait dans la photographie de rue, c'est vraiment, entre guillemets, la trace historique et le côté un peu mémoire. Est-ce que ça, ce serait un objectif pour vous, laisser une trace ? Oui, je pense que vous en parlez très bien. La photographie de rue, elle se pratique, alors non pas depuis les débuts, parce qu'au début on était sur des daguerréotypes très lourds et les temps d'ouverture étaient trop longues pour qu'on se permette des scènes de rue non posées. Mais assez vite, c'est devenu un sujet. Et quand on pense, je pense aux photos, en tout cas dans l'inconscient collectif occidental, on pense tout de suite aux photos de douaneaux dans la rue, en noir et blanc, les enfants, les petites chemises à carreaux, les lavandières, enfin toute cette iconographie en fait de photographie de rue qui permet aussi aux générations futures de voir comment est-ce qu'on vivait, comment on s'habillait, comment les gens se comportaient. Et c'est en ça que je milite pour cette pratique parce que je la trouve capitale dans cet ordre-là, c'est de laisser aux générations futures la trace de comment est-ce qu'on vivait à notre époque. Et
Et ça fait vraiment office, je pense, de mémoire collective et de bibliothèque collective dans laquelle on peut aller piocher des éléments en disant « Ah, c'était comme ça, les voitures, elles étaient comme ça. » Voilà, alors que nous, c'est notre quotidien. Et en fait, ça va devenir le passé déjà de nos enfants. Votre thématique principale, c'est la rue, mais j'ai l'impression que ce n'est pas n'importe quelle rue. C'est-à-dire que moi, quand je regarde vos photos, je ne me sens pas spécialement rassurée. J'aurais pas spécialement envie d'aller me promener dans les rues que vous photographiez, parce qu'on voit des immeubles qui sont abandonnés, des immeubles abîmés, et il y a une certaine angoisse qui transparaît un peu de vos photos. Et voilà, j'aurais simplement voulu savoir un petit peu pourquoi est-ce que vous avez décidé de prendre des photos de rues qui sont un petit peu insécures. Je pense que tout mon travail est insécure. C'est un travail donc, qui a trouvé sa place aussi un peu malgré moi. Je vous dis tout à l'heure, la photo m'est tombée dessus plus que ce que j'ai été la chercher. Et moi, c'est vrai que la photographie m'a beaucoup servi à exprimer par l'image des choses que j'étais non seulement incapable de verbaliser par les mots, mais également incapable de penser et d'accepter. Une forme de violence de la vie. Voilà, on subit tous des choses parfois, que ce soit enfant ou adulte. Et moi, j'ai emmagasiné beaucoup de choses et elles sont sorties par ce biais-là. Et autant dans la vie quotidienne, je suis plutôt quelqu'un de joyeux, mais autant les choses étaient là et il fallait qu'elles sortent. Et c'est vrai que je vais toujours aller dans la rue, derrière la rue, c'est mon truc. J'aime bien aller voir là où ça fait un peu peur. Et vous n'avez pas peur? Si, bien sûr. si, surtout en tant que femme photographe, c'est pas toujours facile. J'ai eu des grosses frayeurs, bien sûr. Je pense que la chose la plus extrême que j'ai fait, c'est j'étais en Géorgie et j'ai pris le bus pour la frontière tchétchène, toute seule. Personne ne savait où j'étais. Ça fait un peu kamikaze d'avoir fait ça, mais j'étais dans cette énergie-là et j'avais envie d'aller me confronter. Le bus m'a déposée à la frontière. Évidemment, il n'était pas possible d'aller plus loin. Mais quand vous avez une trentaine d'années, que vous êtes toute seule, avec votre matos autour du cou, des gars, des militaires partout qui vous regardent en vous demandant ce que vous faites là, personne ne parle un mot d'anglais, et vous commencez à vous dire, en fait, je fais mes photos et puis je reprends le bus de retour. Et le bus, il est criblé de balles quand vous repartez. Voilà, donc c'est sûr qu'il y a des moments, je me suis dit, je sais pas si c'est très prudent tout ça. Mais j'ai ramené des photos. Et donc, vous parliez un petit peu de la thématique, donc c'est la photographie de rue, mais on peut percevoir un petit peu d'angoisse dans vos photos. Et moi, je le remarque aussi parce que vous travaillez pas mal le flou. Ça donne un petit côté fantomatique à vos photos, parce qu'on a des personnages. Là, j'ai en tête une photo où on voit un enfant qui doit avoir 2-3 ans, qui est dans les bras de sa maman, qui est en rue. Et alors, en fait, on voit à travers son corps. Donc, on voit la suite de la rue à travers son corps. Ou alors, j'ai d'autres images en tête de personnages qui ont les yeux ouverts, mais on voit pas les pupilles de leurs yeux. Et donc, on a l'impression d'être face à un mort-vivant. Et voilà, donc ça, c'est un retravail que vous faites, le flou. Déjà, de un, comment est-ce qu'on crée le flou ? Mais alors, le flou, il est venu, en fait, parce qu'au début, comme je vous disais, quand j'ai commencé à travailler, je travaillais beaucoup la nuit. Parce que c'était ma vie, voilà, j'étais jeune, je sortais beaucoup, et que, en fait, quand on travaille la nuit, il y a peu de lumière, l'appareil s'ouvre longtemps. Et à partir du moment où l'appareil s'ouvre longtemps, c'est-à-dire que tout ce qui est en mouvement devant votre appareil va devenir flou et fantomatique. Et du coup, un peu naturellement et à la fois un peu par hasard, mon écriture a commencé à s'inscrire un petit peu là-dedans. Et je crois que le flou aussi, pour moi, c'était une façon de me démarquer d'une réalité trop dure, de m'échapper dans un monde en fait plus onirique, avec une lecture moins directive. Mais le flou, c'est un sujet qui est passionnant en photographie, parce que c'est le symbole de la photographie ratée. Quand on vous apprend à l'école, une photo floue, elle est bonne pour la poubelle. Alors c'est moins péremptoire maintenant, parce qu'il y a eu justement beaucoup d'écoles de photographes qui ont apporté des choses très très fortes par ce biais-là. Mais c'est vrai qu'il a une histoire assez complexe de va-et-vient entre c'est raté ou c'est passionnant. Et son rôle, un petit peu, je dirais, depuis toujours au flou, c'est de ne pas être directif dans la lecture. Voilà. Laisser une sorte de liberté aux spectateurs et spectatrices. Oui, c'est ça, exactement. C'est le rôle qu'il a, c'est de laisser une plage de lecture personnelle. C'est un petit peu résumé de façon simple, mais depuis l'Antiquité, on réfléchit à la question du flou. C'est Aristote le premier qui a parlé du concept de diaphane.
Donc c'est quoi le diaphane? Alors, faut s'imaginer que ces philosophes, on les appelle des philosophes, mais c'était avant tout des hommes passionnés par tout un tas de questions, y compris scientifiques. On connaissait évidemment rien. Alors, on est à moins 400 avant Jésus-Christ, donc on se demande comment ça se fait qu'on arrive à voir les choses. En fait, on comprend pas comment on peut voir et regarder. On connaît pas le principe des yeux ni du cerveau. On connaît absolument pas la lumière. On essaie juste d'étudier le rapport entre un objet qui est vu et le regardeur. Et entre ça, c'est Aristote qui définit la notion de diaphane. Donc cette espèce de est-ce que c'est du flou, est-ce que c'est de la lumière, est-ce que c'est irisé, en tout cas assez vite on part du principe que ce qui n'est pas complètement net se rapproche davantage du spirituel en fait. Donc jusqu'au Moyen-Âge, ces notions-là vont continuer à évoluer vers quelque chose qui n'est pas fermé, quelque chose qui permet d'ouvrir son esprit. Donc les notions de flou en fait sont synonymes de grande ouverture d'esprit. Oui, et un petit peu de lâcher prise aussi, j'imagine. Oui, tout ça. Alors c'est vrai qu'après, la technique photographique, elle a tout de suite voulu s'approcher le plus possible du net, puisque les premières photos daguerréotypes, c'est du long temps de pose, donc c'est plutôt flou. Et les gens, ils achètent une photo, ils n'ont pas du tout envie d'être flous dessus, ils ont envie qu'on les voit bien, et c'est naturel. Donc on va très très vite bosser pour qu'on y arrive. Et parallèlement, on va nous dire que la photographie, en fait, c'est un objet avant tout commercial. Et il va falloir attendre les pictorialistes, donc la fin du 19e siècle, pour que certaines personnes revendiquent le flou. Donc eux, ils vont gratter leurs objectifs, ils vont mettre du beurre dessus pour vraiment créer des effets qu'ils appellent effectivement plus artistiques et qui vont ouvrir la porte aux perceptions aussi des spectateurs. Donc c'est des textes qui sont écrits vraiment dans ce sens-là, sur le flou comme un argument de contact avec le spectateur et aussi d'ouverture émotionnelle possible. Donc c'est très clair en fait ce que ça raconte. Et j'aimerais revenir justement sur votre médium photographique. Donc, vous avez choisi de faire de l'argentique. Oui. Pourquoi ? Alors, d'abord, c'est comme ça que j'ai appris. Il n'y avait pas trop le choix quand j'ai commencé. Et c'est vrai que l'apparition du numérique ne m'a pas du tout émue. Ça ne m'a ni intéressée, ni attirée. Et je suis vraiment restée sur mon principe aussi de matérialité, le besoin d'avoir ces objets négatifs avec moi. Pour moi, il n'y a rien en commun entre la photographie argentique et numérique. Et quand je dis rien, je le pense profondément. Je pense que ce sont deux techniques qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et d'ailleurs, j'ai déjà beaucoup réfléchi au terme argentique et numérique parce qu'avant, la photographie, intrinsèquement, c'était de l'argentique. Et quand le numérique est arrivé, on a subdivisé la photographie argentique et la photographie numérique. Mais en vrai, on aurait dû inventer un nouveau mot. On aurait dû, moi c'est le mot que je me suis inventé, on aurait dû qualifier l'arrivée du numérique de numérographie, puisqu'en fait, la lumière, c'est plus elle qui écrit, c'est les suites de 1 et de 0 qui font la photo dans le processeur de l'appareil photo. Donc on voit déjà que c'est pas du tout le même système, parce qu'en argentique, la photo, elle se fait directement sur le support. Vous sortez la pellicule et la photo, elle est là, elle existe. Tandis qu'en numérique, elle n'existe que parce qu'on va la traiter ensuite, et même après, elle est volatile, elle peut disparaître facilement. Pour moi, la photographie, c'est un art de la lumière et du temps. Si on supprime déjà cette partie-là, le temps, c'est pas que le temps de la prise de vue, c'est aussi le temps de digérer ce qu'on a fait, de lui donner l'occasion de s'ouvrir, de prendre sa place. Le numérique, c'est tellement cruel. La photo est ratée, entre guillemets, sur le boîtier. Pouf, on l'efface tout de suite. Quand on efface tout de suite, on se prive de ce délicieux temps d'attente aussi de l'imagination. Ah, j'ai fait cette photo. Moi, quand je pars en voyage et que je reviens que 10-15 jours après, je n'endors plus d'une photo. J'y pense tout le temps. Je me dis, est-ce qu'elle est réussie ? Il y a une projection amoureuse extrêmement forte sur ces images que, évidemment, le numérique provoque pas. C'est clic, paf, on le voit tout de suite. Bon, là, j'ai l'air de critiquer le numérique, c'est pas ça. C'est juste que c'est tout à fait notre manière d'appréhender le temps de sa photo. Et aussi le fait qu'on peut en faire énormément. On répète beaucoup la prise de vue en espérant qu'il y en aura une de bonne. C'est vrai qu'avec l'argentique et le prix des pellicules, on est plutôt, quand on déclenche, on essaye de savoir ce qu'on fait. Et
Et alors toutes ces photos qu'on peut prendre très rapidement, que ce soit avec notre smartphone ou notre appareil photo, et on va les mettre sur notre disque dur ou on va juste les laisser sur notre smartphone, et puis finalement on ne les développe jamais. Moi j'ai encore le souvenir des albums photos que j'avais quand j'étais petite et que je continue de regarder aujourd'hui, alors que toutes les photos que j'ai prises, même il y a un an, je les regarde même plus. Oui, c'est un vaste sujet, l'album de famille, parce que c'est très symptomatique, cette disparition de cet album qui a viré sur les réseaux sociaux, puisque maintenant on fait les photos avec le smartphone, et le premier endroit de monstration de ces photos, c'est effectivement le réseau social. Et donc ça a quitté la sphère de l'intime et de l'histoire familiale, du secret parfois familial, de la joie familiale, des événements familiaux, pour faire partie de ce fameux espace public virtuel dont on parlait. Et je crois que c'est pas la bonne place, parce que on a tous des albums, ou ne pas en avoir aussi, ça raconte beaucoup de choses. C'est des gros manques, ceux qui ont été détruits ou ceux qui n'ont pas été faits. Ça peut être assez violent de ne pas avoir cette histoire visuelle. Et on va plus en avoir. Moi-même, j'en ai pas fait, alors que je serais la première à militer pour. Et je vais rien léguer. Voilà, je vais rien léguer de mon histoire, ni à mon fils, ni à peut-être mes petits-enfants, j'en sais rien. Je trouve ça très triste. Et beaucoup de gens verbalisent ce manque en disant « faut que je m'y mette ». Mais le problème, c'est qu'on a fait des milliers de photos avec le smartphone, et que en fait, ça demande un travail considérable. Avant, on faisait une pellicule par vacances, on l'amenait, on triait, on prenait les plus jolies, où la mère était bien, et voilà, tout le monde souriait, et on la mettait dans l'album. Maintenant, c'est un travail, c'est kilométrique. Et vous avez travaillé en particulier sur justement la thématique de l'album de famille ? Oui, pour un essai que je suis en train de coécrire avec Emmanuel Dautrep. On s'est lancé dans ce travail il y a plus ou moins 3 ans. Bon, lui un peu avant, parce qu'il avait déjà écrit pas mal d'articles en lien avec le sujet. Et moi pendant le confinement, parce que je m'ennuyais et que j'ai commencé à écrire sur ce thème qui m'intéressait, qui est la notion de spectral, sur la trace, la mémoire, l'invisible, l'absence. Et donc, oui, on a écrit un long chapitre qui s'appelle « Les fantômes de l'album de famille ». Donc, qu'est-ce qui se dissimule en fait entre les pages de l'album, qu'est-ce qu'on cache, qui cache et pourquoi, quel rôle a chacun aussi dans les images. Et donc voilà, c'est ça qui m'a permis de creuser. Il y a déjà 2-3 livres assez passionnants qui ont été écrits sur l'album de famille, toujours par des femmes d'ailleurs. Et on a essayé d'en faire une synthèse et d'adjoindre ça surtout à notre thématique, nous, du fantôme, quoi. Et en quelques mots, quels sont les constats de ce qui se cache derrière un album de famille ? Énormément de choses, parce que l'album de famille, il est choisi, il est trié, et on ne garde que ce qu'on veut garder et montrer. Et donc, c'est l'endroit où on va effacer la fille mère, on va effacer l'oncle alcoolique, on va effacer des choses parfois beaucoup plus violentes, des pères abuseurs. Et donc, on va avoir comme ça des histoires entières de famille avec des absents dont on ne parle plus et dont l'image disparaît. Et on sait très bien que quand l'image de quelqu'un disparaît, cette personne, elle disparaît. Il y a aussi de façon parfois beaucoup plus violente des albums entiers où quelqu'un va être découpé au ciseau. Les photos sont toujours là, mais on a comme ça cette trace, cette absence qui est vraiment découpée, pour qu'on ne voit plus la personne en question. Donc c'est écrire la légende familiale, en fait, l'album photo. Et dans toutes les légendes familiales, il y a des méchants et des gentils. Et on essaye généralement de donner plutôt bonne allure à sa famille. Et ça veut dire qu'on cache et qu'on ment beaucoup. Il y a beaucoup de secrets dans les albums de famille. Oui, c'est vraiment les secrets de famille. Oui, et ils apparaissent. Quand on creuse, ils apparaissent. On les voit. On voit parfois toujours un enfant à part. On voit toujours une femme triste. On voit toujours... en fait, quand on décrypte ce qu'on y voit, c'est très limpide. Ça me fait aussi penser, qui prend la photo ? Est-ce que c'est la personne qu'on ne veut pas voir ? Alors, il y a une histoire du genre très intéressante sur l'album de famille, c'est que jusqu'aux années 50, c'est toujours l'homme, le père de famille, qui va faire les photos. D'abord parce qu'on considère que nous, les femmes, on n'est pas capable de manipuler un appareil, c'est beaucoup trop compliqué pour nous, bien sûr. Et c'est lui qui tient le corps de la famille et qui exhibe, en fait, et qui montre par fierté sa femme et ses enfants. Donc, c'est un album de l'homme, de la famille. Ça c'est certain. Par contre, ce qui est paradoxal, c'est que l'homme fait les photos, mais souvent la femme s'occupe de les trier, de les classer.
C'est à elle, la petite main, que va revenir le fait d'acheter l'album, de coller les photos, parce que ça, on attribue ça à quelque chose de plus féminin, délicat, donc nous voilà. Et donc l'homme fait la photo, mais c'est la femme qui choisit qu'est-ce qui va apparaître dans l'album. Et puis ça va se basculer dans les années 60-70. La femme va commencer aussi à faire des photos parce que tout simplement au niveau technologique, les appareils vont devenir beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles. Et puis dans les années 80, on va vraiment considérer la femme comme actrice de la prise de vue de la famille en créant des tout petits appareils qu'on qualifie de bijoux. Les publicités de l'époque sont assez incroyables, c'est souvent en très gros plan et la femme a beaucoup de rouge à lèvres et à côté elle a son petit appareil photo très brillant avec des belles couleurs aussi rouge, orange. Et on qualifie ça de si simple que même madame peut faire les photos. Enfin voilà, c'est effectivement extrêmement humiliant et dégradant. Et donc voilà, la femme va s'emparer de l'appareil photo, puisque on va considérer que monsieur, voilà, avec son appareil réflexe compliqué, va plutôt faire les couchers de soleil, les choses un peu complexes techniquement, pendant que madame s'amuse avec les enfants à la plage et fait les petites photos. La femme reprend le pouvoir aussi sur ce qui est photographié. C'est souvent flou, c'est souvent pas très bien cadré. On dit mais voilà, elle est pas très douée, mais bon, c'est de nouveau pas très flatteur. Et puis après, c'est les réseaux qui sont arrivés où femmes, adolescents et enfants vont prendre vraiment complètement le pouvoir sur qu'est-ce qu'on montre. Et j'ai lu il y a pas longtemps, justement, je me dis décidément on n'est vraiment jamais contente. C'est tout un blog de femmes qui disaient qu'elles se plaignaient parce qu'elles sont jamais en photo sur les albums de famille. On doit tout faire et même les photos de famille, c'est nous qui devons les faire. Alors qu'il y a 100 ans, on veut les faire. Donc voilà, finalement, maintenant, on n'est plus dessus, puisque c'est nous qui les faisons. Voilà. Ou alors on fait un selfie. Voilà, alors le selfie, effectivement, qui prouve qu'on est bien là et qu'on est présente et qu'on joue le jeu aussi du moment vécu. Élan d'artiste, Alix 2.1. Par rapport au métier de photographe et aux difficultés qui sont liées au métier de photographe, j'ai l'impression qu'il y en a une nouvelle. C'est l'arrivée justement des intelligences artificielles. Ça semble être un tournant majeur pour le métier de photographe. Comment est-ce que vous envisagez ça ? Alors ça a été très soudain, même si ça traîne dans les parages depuis un moment. En toute honnêteté, sans vouloir être grandiloquente, je pense qu'on vit une révolution identique à l'arrivée de la photographie. Pour moi, c'est aussi important, c'est énorme ce qui est en train de se passer. Par contre, il faut qu'on soit intelligent et qu'on soit malin. C'est-à-dire que quand la photographie est arrivée, d'abord on l'appelait plutôt de l'héliographie, écriture avec le soleil, parce qu'on n'avait pas encore exactement défini précisément ce qu'on était en train de faire. Et puis c'est le daguerréotype qui a pris toute la place au niveau technique. Mais on savait pas trop comment en parler. Est-ce que c'est de la gravure ? Est-ce que c'est de la lumière qui grave ? Il a fallu trouver des nouveaux termes et des nouvelles techniques. Et on a soudain établi qu'on avait créé une nouvelle technique pour faire des images, qui s'appelle la photographie. Puis le numérique est arrivé il y a 20-25 ans et comme je vous disais tout à l'heure, on a décrété que c'était une sorte de continuité, un remplacement. Je pense pas que c'était un remplacement, je pense qu'on a inventé de la numérographie. Mais il y a encore quelque chose qui suit le processus de la photographie. Et maintenant, avec les IA, ce bouleversement, il est gigantesque, il va nous toucher de toute façon dans toutes les strates de nos vies, ça c'est certain. Et pour nous, les photographes, il faut qu'on sache où se placer avec ça. Je pense que ça va être un outil fantastique pour la créativité. Si on a envie d'inventer des mondes nouveaux que la photographie n'est pas apte à nous procurer, parce que par définition, la photographie, c'est quand même en lien avec le réel. Alors on me dit, oui, mais déjà, on retouchait beaucoup, on peut totalement transformer une photographie bien avant les IA, mais enfin, il reste quand même qu'à l'origine, quelque part, il y a eu une prise du réel qui a été mise sur un support. Les IA, le fonctionnement est totalement différent, puisqu'il va aller chercher sur les milliards d'images qui sont sur Internet pour produire une image photoréaliste ou quelque chose de totalement barré qui représente l'imaginaire de celui qui a cherché à produire cette image. Moi, je crois qu'il faut juste qu'on définisse bien qu'est-ce que c'est. J'ai vu passer le mot promptographie, que j'aime bien, puisqu'en fait, quand on encode les mots-clés pour créer une image avec les IA, on appelle ça des prompts. Ah oui. Et je trouve que promptographie, écrire avec des prompts, ça correspond assez bien à cette invention, en fait. Ce qu'il faut, c'est qu'on ne se dise pas « Ah oui, c'est une évolution de la photographie ». Je ne pense pas du tout que ce soit une évolution de la photographie. C'est une branche dissidente qui est créée à partir de photographies que d'autres ont fait. Et bien sûr, c'est inquiétant à cause de toutes les images, les fausses images qui vont être générées, de comment politiquement tout ça va pouvoir être utilisé, comme la photographie est utilisée depuis le début, évidemment, pour détourner et mentir. Ça vient pas d'arriver. Mais ça, on s'y est fait. Ok, une photo, c'est pas la vérité. Ok, ça c'est plus ou moins clair pour tout le monde. Mais
Quand on voit Trump marcher au milieu de la 5e avenue, même si c'est super mal fait, que ça a été généré en 2 minutes par le fils de Trump, je pense qu'il y a plein de gens qui disent voilà, il est de retour, il y a des drapeaux partout, il y a une grande foule qui le suit. La photo est complètement kitsch. Enfin, la photo, j'ai ma langue à fourcher. La promptographie est complètement kitsch, mais il n'empêche que vite fait sur son téléphone, ça peut sembler crédible. Donc on va pouvoir vraiment aller encore plus loin dans le mensonge et la tromperie de l'image, et c'est peut-être pas sa qualité première, c'est peut-être pas pour ça qu'on l'aime. Ouais. Donc attention à ce qu'on va faire, attention à éduquer nos enfants, à éduquer les générations qui arrivent, à qu'est-ce que c'est, ce médium, qu'est-ce qu'il raconte, quelle est sa place. C'est ce que je pense actuellement, mais ça bouge très vite, et ça va prendre la place de pas mal de boulot de photographes. Il va y avoir une grosse masse de photographes qui vont payer ça de leur travail. Ça me semble évident. Et le métier va être obligé d'évoluer. De nouveau. D'accord. Oui, c'est certain. Alors, on arrive tout doucement à la fin de cette conversation. Maintenant, j'aimerais aborder avec vous des questions qui ont souvent été posées par le journaliste et écrivain français Bernard Pivot. Je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est le présentateur des émissions cultes Apostrophe et Bouillon de Culture. Et il avait l'habitude de terminer ses interviews par 5 questions. Et j'aimerais bien vous les poser, parce que je les trouve chouettes. Oui. Alors, la première, c'est votre mot préféré. Vous avez le temps de réfléchir. Photographie. Ben voilà, évidemment. Évidemment, parce que c'est un très beau mot, en plus. C'est vrai. Le mot que vous détestez. Manipulation. Qui peut être lié à la photographie. Qui peut être lié à la photographie, tout à fait. J'aime pas ça. D'accord. Votre drogue favorite? La photographie, on va répondre de façon sage. Mais c'est vrai. Restons dans le thème. Oui. Votre giron, gros mot ou blasphème favori? Ouf, alors ça, j'ai un langage très 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 fleuri. Bordel à cul, par exemple. Vous le dites souvent quand vous ratez une photo? Oui, je peux. Oui, j'ai vraiment un chapelet de choses assez conséquentes. Oui. D'accord. Et enfin, pour terminer, qui pour illustrer un nouveau billet de banque? En France ou en Belgique? Où vous voulez. Simone Veil. Simone Veil. Et pourquoi? Parce que c'est une femme admirable. Ça fait partie des grandes figures de la génération précédente à la mienne, qui a eu un parcours de vie absolument d'une violence extrême. On connaît tous, et je trouve que c'est quelqu'un qui a une force inspirante et qui s'est battu jusqu'au bout pour nos droits. Des choses qui nous semblent acquises aujourd'hui, qui ne le sont pas, on le sait très bien. Et le tout avec une droiture, une rigueur qui m'impressionne, et j'aimerais plus de Simone Veil, d'ailleurs de tout sexe, des gens comme ça, engagés aussi pour nous protéger et nous aider par rapport à la catastrophe climatique et au monde tel qu'il va. J'aimerais plus de Simone Veil, ouais. D'accord, on va essayer de suivre votre souhait. Ouais. Marie Sorda, merci beaucoup pour cette rencontre. Merci Alix. Vous venez d'écouter le premier épisode d'Élan d'artiste, un podcast qui interroge le lien entre art et société. L'écriture et la réalisation, c'est moi, Alix Dehain. Merci à Michael Remers pour la technique et à Fantôme pour la création musicale. Élan d'artiste est un podcast diffusé par We Tell Stories et soutenu par le Fonds pour le journalisme. N'hésitez pas à commenter, partager et liker ce podcast sur vos plateformes. Cela nous aide beaucoup à faire reconnaître notre travail. Et si vous souhaitez réagir à cette émission, vous pouvez m'écrire à l'adresse elandartiste@gmail.com. Merci pour votre écoute et à bientôt.